Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Entreprise. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui va nous parler de choses un peu différentes. Attention, quelque chose qui va nous ouvrir un peu sur d'autres perspectives. Alors, vous voyez, je fais un peu le teasing, mais vous voyez déjà mon invité sur le côté. Cet invité avec lequel on va prendre le temps de parler, puisqu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est le concept de l'émission. Et notre invité est informé. Ça veut dire que derrière, on va avoir tout le temps de bien aller chercher les différentes choses, les différentes phrases, la totalité de toutes ces activités. Oui, nous recevons, et vous le voyez bien, Laura Gazzoli. Oui, dans cette entreprise qui dit joie en italien, je vais laisser mon invité le prononcer correctement. Donc, Gioia. Gioia, voilà. Alors, merci d'être venu parmi nous sur cette chaîne, et puis pour nous parler de ton activité. Alors, je rappelle le principe. La première, la Bretagne. Pourquoi la Bretagne? Cette jolie région où nous habitons. Ensuite, comment ton activité s'organise, comment elle se structure, qu'est-ce que tu fais, voilà, okay. Et ainsi de suite. Et puis troisièmement, quelle folie, à un moment donné, ça t'a pris de monter tout ça. Oui, parce qu'il y a tout ça. Ouais, il y en a des choses à dire. Ah oui, j'ai bien l'impression, Oui. Alors justement, pourquoi la Bretagne et qu'est-ce que tu y fais? Alors, pourquoi la Bretagne? J'ai envie de répondre parce que la Bretagne. Ah bah oui. En fait, moi, je suis pas originaire de Bretagne. J'y vis depuis 3 ans et demi. Donc c'est assez récent. D'accord. Et c'est un projet de couple de venir en Bretagne qui a été un choix vraiment. Voilà, nous avons choisi la Bretagne. On est venu parce que c'est la Bretagne. Et donc c'est un choix à la fois professionnel, personnel, culturel, je dirais même. Voilà, donc nous faisons partie de ces milliers de personnes qui, post-Covid, en ont eu marre des grandes villes. Voilà, très stéréotypé comme choix, mais en tout cas, c'était un choix très réfléchi. Et le but, c'était vraiment de nous installer à long terme. Voilà, le but, c'est d'y rester et d'y vivre notre vie que nous avons choisie, lui et moi. Donc pourquoi la Bretagne? Parce que l'envie de nature, l'envie de plein air, l'envie de cette énergie aussi, je ne saurais pas comment l'expliquer autrement, qu'on retrouve dans la culture, et je dirais aussi dans la mentalité des personnes, des gens très accueillants, des gens très peu stressés, très proche de la nature, donc très ancré. Voilà, c'est quelque chose qu'on recherchait. Et puis mon conjoint, dans le cadre de son projet professionnel, la Bretagne était parfaite puisqu'il est métallier et qu'il travaille dans la rénovation du patrimoine. Donc on avait à cœur de venir dans une région qui tient à son patrimoine et qui tient à le valoriser. Voilà. Donc, Et tu vivais en région parisienne? Non, je vivais à Lyon. Je vivais à Lyon. À Lyon, dans une grande ville, donc. Une très grande ville, ouais. Plutôt. Ouais, c'est clair. Donc, je suis pas originaire non plus. Moi, je bouge pas mal. Donc là, l'idée de m'ancrer est un projet qui me tient à cœur. Mais mon conjoint, lui, est lyonnais. Et moi, j'ai vécu 10 ans à Lyon quand même. Donc, bien le temps de me sentir lyonnaise. 10 ans de mes 21 à 31. Donc, en plus des années où on continue à se construire. Autant professionnellement que personnellement. Donc, c'était 10 belles années. Mais par contre, le post-Covid... Ah oui, là... déjà, les périodes de confinement et tout ce qu'on a pu connaître, ce que j'ai pu connaître aussi professionnellement, tout ça, ça a fait que c'était le point de non-retour. D'accord. Justement, t'en parles. Excuse-moi, je te coupe, mais tu dis justement professionnellement. Parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas toujours ce que fait le suspense, c'est dingue. Le suspense, c'est dingue. Il y a du teasing. Mais qu'est-ce que fait notre invité? Alors, actuellement ou quand j'étais à Lyon? Commençons. Actuellement. Ah bon? Non, d'accord. À Lyon, à Lyon. Alors, moi, je suis arrivée à Lyon pour faire mes études
une partie de mes études que je suis arrivée en fait pour être professeur des écoles à la base, à l'IUFM de Lyon. Donc avant, j'ai été ailleurs pour faire des études en sociologie. Et donc, en fait, être maîtresse, c'était un peu le métier que je voulais faire depuis toute petite. Parce que j'ai adoré l'école pour plein de raisons. Et je pense que j'avais envie d'y rester toute ma vie. Et donc, j'arrive à l'IUFM à Lyon, donc je découvre la grande ville. Moi, je viens de la campagne à la base, donc c'est plein de nouveautés et on en parlera après. La nouveauté, ça me stimule, donc ça a été vraiment une expérience très, très, très enrichissante. Sauf que les années passant, je me suis rendu compte en faisant mes études que le métier d'enseignante était au final pas celui qui me convenait. Par contre, j'étais très attirée par tous les enfants qui rentraient pas dans les cases, on va dire. Ah, ok. Donc les enfants qu'on nommait à besoins éducatifs particuliers, en situation de handicap, ou alors qui avaient des problèmes dans leur famille. Et du coup, je suis allée vers les métiers du social et je suis rentrée en école de travailleur social. D'accord. Et j'ai obtenu le diplôme d'état d'assistante de service social. Ah. Donc on va dire qu'historiquement, j'ai effectué ce métier pendant plusieurs années sur Lyon. Et à mon arrivée en Bretagne, la première année. Voilà. Donc j'ai principalement accompagné des jeunes, donc enfants, adolescents, jeunes adultes et quelques adultes en situation de handicap, divers et variés, et leurs aidants familiaux et leurs proches et leurs familles. Donc j'ai toujours été attirée, on va dire, par ces profils de personnes qui ne rentrent pas dans les cases, pour dire les choses simplement. Et du coup, en arrivant en Bretagne, j'ai continué à faire ce métier. Et puis, une petite chose qui avait commencé à prendre racine, je dirais, en 2020, avec les premiers confinements, et ben, a grandi et a explosé en 2022. Et c'est un épuisement professionnel. Ah. Voilà. Malheureusement, comme beaucoup de collègues travailleurs sociaux, soignants. Oui, effectivement. Ce sont des métiers très difficiles, mais je dirais qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai compris aussi que j'ai ma part de responsabilité dans mon épuisement professionnel et ce sera en lien avec mon activité actuelle. On pourra développer ça plus précisément après. Du coup, j'ai arrêté mon activité d'assistante sociale quelques mois, le temps de reprendre soin de moi, c'était essentiel en termes de santé mentale et santé physique. Et puis, j'ai fait un bilan de compétences parce que j'étais complètement perdue. Alors, j'avais que 33 ans, mais voilà, j'étais déjà perdue dans ma carrière avec plein d'envie, en même temps la sensation que j'étais capable de rien, mais bon, ça va avec l'épuisement professionnel. Bien sûr. Mais beaucoup, voilà, cette sensation d'être perdue. Donc, je me suis dit, voilà, il y a cet outil-là qui existe. Je vais y faire appel, en sachant que c'était la première fois que j'osais demander de l'aide. C'est-à-dire que c'était la première fois que je prenais une autre place. Jusqu'ici, c'était moi qui accompagnais les personnes. Oui, jusqu'à maintenant. C'est ça. Et donc là, ça n'a pas été facile. J'ai mis quelques mois avant d'oser contacter un organisme de formation pour faire un bilan de compétences. Et j'ai aucun regret, parce que ça a été en fait vraiment 6 mois je dirais, d'introspection, comme une formation sur moi-même. Comme si j'avais enfin la notice, quoi, le mode de fonctionnement de Laura, et donc des réponses à plein de questions que je me posais depuis très longtemps. Et au bout de ce chemin, de ce bilan de compétences, une forte envie de liberté et une forte envie de faire par moi-même. Et donc j'en viens à l'envie d'entreprendre. Alors que jusqu'ici, j'étais plutôt sur des projets professionnels, je dirais, au total inverse, quoi. Professeur des écoles, on est fonctionnaire. Assistante sociale, j'ai toujours été salariée. Mais bien sûr. Et donc là, ça pop comme ça dans le bilan de compétences, comme vraiment quelque chose de vital presque. Au cœur de moi, je me voyais pas du tout repartir, même sur un métier complètement différent, mais sur une posture salarié ou fonctionnaire. En tout cas, sur une posture où j'ai pas la possibilité d'organiser mon travail tel que je le souhaite, d'innover, de prendre des initiatives, de laisser cours à mon imagination, etc., etc. J'avais vraiment cette soif, cette énergie débordante. C'était vraiment, c'était vital, quoi. Il y avait un truc comme si pendant 33 ans, j'avais été endormie et que là, je me révélais enfin.
Et donc, à ce moment-là, donc ça c'était il y a 2 ans, je sais que je veux entreprendre, mais alors pour faire quoi? Bah voilà, c'est toute la question. C'est bien, voilà, c'est Tout bien gentil. entrepreneur se dit à un moment donné, ok, je vais entreprendre, mais sur quoi? Exactement. Voilà, et tu te poses la même question. Et oui, et d'autant plus, je me posais la question que dans ce bilan de compétences apparaît que, en fait, écouter, soutenir, accompagner les autres, c'est ce que j'aime faire, c'est ce pourquoi je pense même je suis ici, sur cette planète. C'est ma vocation. Pour autant, dans la société actuelle, on est plutôt sur des métiers qui sont pas voués à être vécus de manière indépendante. Voilà, on n'est pas trop dans une ère où ces métiers-là sont des métiers où on est entrepreneur individuel. Quand tu parles de ces métiers-là, métiers du soin, de l'accompagnement, des choses comme ça. Voilà. Donc je me disais, ça veut dire qu'il faut que je crée quelque chose qui n'existe potentiellement pas ou peu. Donc au départ, je pense aussi pour me rassurer, je suis partie dans l'idée de rester assistante sociale. Je mets des guillemets parce qu'en termes d'identité professionnelle, c'est un terme qui me tient à cœur. Et ensuite, on verra où j'en suis aujourd'hui. Donc je me suis lancée en tant qu'assistante sociale en libéral. À savoir que c'est une activité qui est tellement rare bah oui, complètement. que même les assureurs ne la connaissaient pas. Et j'ai énormément galéré à trouver une responsabilité civile professionnelle qui acceptait de me suivre dans l'aventure. Mais dans quoi? On te case c'est dans ça. Quoi? Eh ben, je rentre dans aucune case. Bah voilà. Alors comment tu as réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai fini par trouver, bon je fais pas de pub donc je vais pas les citer, mais en tout cas j'ai trouvé un assureur qui a accepté de me suivre et qui m'a dit en fait on va créer un truc exprès pour vous parce que nous dans nos logiciels vous faites pas partie des professions libérales et réglementées puisqu'il n'y a pas d'ordre professionnel des assistants sociaux en France et en même temps dans les professions non réglementées le métier n'était pas complètement voilà. Oui. Donc on crée, on innove et donc ça c'était il y a 1 an et demi maintenant. Donc au départ je lance mon activité plutôt pour les particuliers. Et puis rapidement, je me rends compte qu'en fait, en termes de valeurs et d'éthique, en fait, ça me gêne. Je suis pas très à l'aise avec le fait de proposer une offre de service qui existe dans ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire les administrations publiques classiques. Et puis, avec le recul aujourd'hui, je sais que c'est parce qu'en fait, en termes d'identité professionnelle, c'est pas là que je devais aller. Mais bon, voilà, ça prend son temps. Moi, j'apprends beaucoup en faisant. J'expérimente, je retravaille, je teste. Regardes. Exactement. J'apprends beaucoup en faisant des erreurs, depuis toujours, même à l'école. Et je pense, voilà, donc j'ai pas de regret d'être passée par cette période un petit peu où je me suis un peu cherchée. Et donc dans ce chemin de construction de mon activité entrepreneuriale, est arrivée l'opportunité de faire du bilan de compétences. Et alors, vraiment, voilà, donc soit c'est le destin, soit c'est moi qui suis allée chercher l'opportunité dans mon réseautage, etc. Mais en tout cas, ça arrive et je me dis, tiens, moi, quand je l'ai vécu en tant que bénéficiaire de l'autre côté, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, mes formateurs avaient le temps de m'écouter, le temps de s'adapter à moi. Et c'est ça qui pouvait parfois me manquer, je dirais, dans mes anciennes conditions de travail que j'ai pu connaître et qui du coup étaient un peu en décalage avec mes valeurs et ma vision de l'accompagnement. Donc je me suis dit pourquoi pas, et donc je me suis lancée, maintenant ça va faire 1 an, donc là je me suis lancée en janvier 2024 à Ploërmel. Dans un fonctionnement de partenariat en fait. Je suis en partenariat avec un cabinet qui s'appelle Essor Carrière, qui est un cabinet breton, donc ça aussi j'y tenais beaucoup. On revient sur la Bretagne. C'est ça. Je suis très ancrée. C'est marrant parce que je viens pas d'ici, mais j'ai l'impression d'y avoir des racines. C'est quelque chose qui s'explique pas trop pour moi, pour le moment en tout cas. Et donc avec Essor Carrière, je suis partie dans cette aventure du bilan de compétences et ça me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, je retrouve tout ce qui me plaisait dans mon métier d'assistante sociale, c'est-à-dire, comme je disais, pouvoir m'adapter à chaque personne, prendre le temps, parler son langage, rentrer dans sa bulle, et en même temps, les aider à reprendre confiance en elles, à se révéler. Parce que pour moi, le travail social, c'est ça. C'est pas du tout remplir des papiers, c'était même ce que je détestais faire. Et c'est un moyen d'accéder à quelque chose. Voilà, en France, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Mais c'est pas du tout ni le but, ni
le chemin, quoi. Il y a plein de choses à faire en parallèle. Et donc voilà, le bilan de compétences me permet de retrouver ce qui me plaisait dans mon métier d'avant, tout en étant dans une nouvelle posture et aussi du coup un nouveau terme, parce que je parlais d'identité tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je m'appelle conseillère en évolution professionnelle et aussi formatrice, puisque le bilan de compétences est considéré comme une formation finançable par les moyens publics qu'on connaît, tels que le CPF et d'autres. Et donc voilà, l'identité a changé. Je dirais que si j'avais une carte d'identité professionnelle, j'aurais changé le nom, du coup. Voilà. Et je me retrouve plus à ma place dans ces termes-là. Je retrouve aussi ce qui avait pu m'intéresser dans le métier d'enseignant, avec la partie justement où on transmet, on s'adapte, on arrange notre pédagogie, je dirais. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'envisageais le métier, à la personne qu'on a en face de nous, dans le but de lui permettre de grandir, d'évoluer, Suivant son parcours, suivant son vécu, suivant qui il est. Exactement. En tant que personne. C'est ça. Dans sa volonté de vouloir changer les choses à un moment donné dans sa carrière professionnelle. Oui, alors là, quand on parle des adultes, oui. Mais je faisais le lien avec le métier d'enseignant. Je trouve que cette posture de conseil en évolution professionnelle réunit un peu... Enfin, ça vient boucler la boucle de mon parcours jusqu'ici. Et donc, je me sens à ma place dans cette profession, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Ça s'appelle comme ça. Oui, tout à fait. C'est ça. Des fois, je cherche un peu mes mots, c'est pour ça. Voilà. Donc jusqu'à il y a quelques semaines, je développais beaucoup cette activité de conseil en évolution professionnelle via le bilan de compétences. Et puis, en parallèle, je faisais un petit chemin. Ah oui, parce que, attention, il y a toujours en parallèle avec Laura. Toujours jusqu'à maintenant, vous avez écouté. Il y a eu ça, mais maintenant en parallèle, et là on continue. En général, c'est même pas des parallèles parce qu'elles finissent par se croiser. Si on suit vraiment la règle mathématique. Parce que quand on additionne tout ce que tu es en train de me dire, en fait, il y a des points de jonction qui t'amènent à un moment donné à se dire, bah tiens, en fait, il y a un parallèle, mais je vais le ramener à un moment donné dans mon activité principale. Exactement. Et là, on arrive au fameux sujet. On arrive au fameux sujet. En fait, c'est parti de mon bilan de compétences où des sujets ont été abordés de est-ce que tu t'es pas sentie différente quand tu étais plus jeune, à ton avis comment t'en es arrivé à t'épuiser au travail, etc. Parce que quand j'ai commencé mon bilan de compétences, j'étais très en colère. C'est une des phases en colère contre certaines directions, certaines conditions de travail, etc. Et donc que les formateurs m'amènent à me poser des questions comme ça intrinsèques, à l'intérieur de moi, dans l'introspection, ça m'a aidé au final à me rendre compte que oui, effectivement, à l'intérieur de moi, il y avait peut-être un chemin à faire que je commençais tout juste. Et que j'ai continué, du coup, après le bilan de compétences. Mais oui. C'est pour ça que je disais en parallèle. Et en fait, est arrivée la découverte d'un continent, je dirais. Un continent. Alors donc, elle était navigatrice. Oui. Non. Dans ma propre vie, oui, complètement. C'est ça. Trouver la boussole, le point d'ancrage. Mais tu rigoles, mais c'est tout à fait l'image que j'ai. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'avant, je voguais dans un territoire inconnu, mais comme j'ai plutôt un bon sens de l'orientation, j'arrivais plus ou moins à me débrouiller et arriver à bon port. Mais ça me coûtait beaucoup en énergie, en temps, et c'était peut-être pas très efficace du coup. Et aujourd'hui, j'ai trouvé la bonne boussole. Et donc aujourd'hui, j'atteins l'objectif beaucoup plus vite. Plein nord. Ouais, ou plein ouest en l'ouest pour venir en Bretagne. Plutôt. Un pôle magnétique, voilà. C'est ça. Un pôle de magnétisme. On avait vraiment été attirés par l'ouest. Et donc cette boussole, en fait, c'est la découverte de mon fonctionnement neurologique dit atypique. Donc... alors bon, après, ce sont des termes médicaux, mais donc moi j'ai découvert que j'avais un haut potentiel intellectuel, une hypersensibilité et un TDAH. Et alors en fait, comme je disais au début, j'ai accompagné des jeunes et moins jeunes. C'est ce que tu disais au départ, voilà. Il y avait une sensibilité. C'est ça, exactement. À se dire, tiens... Ces particularités chez les enfants. J'ai toujours été attirée par les gens qui rentraient pas dans des cases. Et en fait, j'ai accompagné des jeunes qui avaient ce diagnostic, par exemple, de TDAH. Et je me souviens très bien, quand j'assistais à des réunions, parce qu'on adore faire des réunions dans le social, où on abordait les situations des jeunes, il y avait beaucoup de choses qui faisaient écho à mon vécu. Je me reconnaissais beaucoup en elles et eux.
Mais jamais j'en étais venue à me dire que peut-être je pouvais fonctionner de cette manière-là. Et c'est vraiment ce travail introspectif que je fais depuis 2 ans, depuis que j'ai vécu mon burn-out, que j'ai pris conscience de ça, que j'ai été diagnostiquée, etc. Donc ça, c'est pour la partie médicale. Mais pour moi, c'est juste des mots en soi. Ce qui est important, c'est que j'ai trouvé ma notice, mon mode de fonctionnement. Voilà, tout à fait. Tu t'es dit, tiens, voilà, là... j'ai compris mes besoins, j'ai compris mes limites. Je peux mettre un mot sur quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Je peux mettre un... Et donc, ça prend sens. Oui, ça prend sens. Déjà, je comprends pourquoi je me sens différente depuis toujours. Mais au-delà de ça, ça me permet de mettre en place des stratégies, des outils pour, oui, c'est ça, répondre à mes besoins. Donc moi, je le vois pas du tout comme un... Parce que le handicap, en France, il est pensé, je parle avec ma casquette d'assistante sociale au niveau administratif, comme tout ce qui manque à la personne ou tout ce qu'elle n'arrive pas à faire. On parle de taux d'invalidité, je trouve que ce sont des termes très forts négativement parlant. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu envie de parler plutôt d'autodétermination, de capacité, de toutes les potentiels que les personnes avaient. Ok, dans cette situation-là, elle peut être en difficulté, mais il y a peut-être moyen de compenser ça, etc. Donc j'ai toujours eu cette approche-là dans mes accompagnements, ce qui pouvait d'ailleurs des fois rentrer en collision, je dirais, avec, bien sûr. avec le système dans lequel j'étais. Voilà. Et donc, quand j'ai découvert que moi aussi j'avais cette particularité, j'ai continué à me dire qu'en fait le message, ce doit être plutôt de voir les choses comme des potentiels, certains besoins, certaines limites, comment on les respecte et comment on peut compenser sans que ce soit trop épuisant, parce que pour le coup, moi, voilà, ça fait partie des choses qui m'ont amené à l'épuisement professionnel, c'est qu'en fait, j'ai été sans arrêt. C'est difficile à décrire avec des mots parce qu'on n'arrive pas à se rendre... Enfin, les autres personnes peuvent difficilement se rendre compte, mais c'est du quotidien, et quand je dis du quotidien, c'est même la nuit. On est sans arrêt en train... Enfin, moi, en tout cas, j'essayais d'être quelqu'un que je n'étais pas. Donc, je me mettais une barre là, et donc pour l'atteindre, forcément, je ne pouvais que m'épuiser, à surcompenser, c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire essayer de rentrer dans les cases, ces fameuses cases dans lesquelles je n'étais pas. Et le coût énergétique que ça m'a coûté... Ça demande effectivement beaucoup d'imaginer que le monde qui est en face de nous demande plus que ce qu'il est vraiment. Oui, d'autant plus quand il n'est pas adapté aux personnes qui fonctionnent comme moi. Voilà. Donc je peux, si tu veux, après plus développer concrètement qu'est-ce que ça me fait vivre au quotidien, je sais pas. Tu te sens... voilà. Ce qui est super intéressant dans le parcours, c'est cette cohérence. Je reviens là-dessus. C'est ça qui est intéressant pour nos auditeurs et pour les gens qui nous regardent, qui comprennent bien qu'il y a une volonté d'aller vers sa zone de confort en utilisant ses talents. Ah mais complètement. Et c'est exactement ça. C'est ça. Oui. Aller dans sa zone de confort en utilisant ses talents. Oui. Voilà. C'est-à-dire identifier ses talents, comme tu l'as fait, par le biais de ton bilan de compétences et tout ça. Et puis à un moment donné, en se disant, tiens, là, il y a quelque chose, il y a un épuisement professionnel, qu'est-ce qui se passe ? Je le regarde, mais je ne fais pas uniquement de le regarder, je le saisis, je m'en empare et j'en fais quelque chose. Oui, alors je tiens à dire que c'est pas facile à faire et c'est ok de mettre des mois, voire des années avant de se remettre d'un burn-out. C'est pas parce que moi je suis très justement dans le soin et dans la bienveillance. Mais c'est en tout cas mon parcours peut être un exemple de comment on peut s'en sortir. Ça veut pas dire que c'est forcément comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas de mon expérience et aussi avec toutes les personnes avec lesquelles j'en parle depuis que j'ai fait un burn-out, qui ont vécu ou qui sont en train de le vivre. Effectivement, il y a ce truc, je dirais, où c'est le corps qui parle pour nous dire qu'on n'est pas sur le bon chemin, en fait. On part dans la mauvaise direction. Et je te rejoins quand tu parlais de zone de confort. Et encore, le terme confort est même pas assez fort pour dire à quel point... je parlerais, moi, d'alignement, en fait. De revenir là où ça
c'est aligné. C'est ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire l'action d'être complètement aligné avec tes perspectives, avec ton mental, ta tête, ton cœur, les technico-cognitives, enfin voilà. Donc il y a tout cet alignement qui fait que ce besoin de liberté, tu en as parlé aussi. Oui. Voilà, être libre, c'est se retrouver avec soi-même face à l'immensité et se dire qu'on a la capacité d'y aller. Oui, mais complètement. Donc c'est en ça que tu parlais de zone de confort. C'est là où on se sent le mieux et où on est en confiance, où on a une bonne estime de soi et où on sait qu'on peut que briller en fait. Mais avant de l'atteindre, il faut en avoir conscience qu'elle existe. Mais complètement. Et ça, moi j'ai mis presque 35 ans non, presque. Tu as mis le temps qu'il t'a fallu pour y aller. Non, mais voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore en cours. Donc c'est jamais fini en fait. La connaissance de soi, c'est une. Est-ce qu'il y a un moment donné, on peut dire, c'est fini? Non, justement, je disais, c'est toute la vie, quoi. C'est tout le temps. Oui. On est tout le temps en train de. C'est narcissisme, mais quoi qu'il en soit, mais. À un moment donné, on se regarde pour pouvoir avancer, pour que le brouillard qui nous semble avancer devant nous semble beaucoup plus éclairé. Oui. Voilà, c'est la fameuse phrase de Diogène qui, dans la ville, arrive avec sa lumière et quelqu'un l'arrête et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche l'homme. » Voilà, je cherche l'humanité dans ce brouillard, le fait de trouver à un moment donné un point qui nous illumine et qui nous permet d'avancer. Ouais. C'est exactement ça. Diogène a continué à avancer dans ses rues avec sa lampe et personne ne comprenait son langage, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, on est dans une quête perpétuelle de soi. Exactement. Et du coup, comme j'ai cette envie de transmettre et de permettre aux autres de se révéler, et ça fait partie de moi depuis toujours, je me suis dit pourquoi pas en faire mon activité. C'est ça. Et là où c'est très cohérent avec ce que tu dis, c'est que assistante sociale, avec tout le parcours que tu dis, sans remettre en question le travail qui est fait par tes homologues, mais qu'est-ce qu'on peut donner à l'autre si on n'a pas été chercher qui nous est mais complètement. Mais c'est sûr. Alors, en fait, ce qui m'a fait m'arrêter, quand même, je trouve que c'est important. Je me revois, en fait, lors de ce rendez-vous où je me suis dit « faut que j'appelle mon médecin ». C'est que la personne me confiait des choses très très difficiles en plus et moi à l'intérieur de moi je me disais j'ai hâte d'être chez moi, j'en ai marre. Et là je me suis dit Laura, t'es en train de devenir tout ce que tu n'as pas envie de devenir, ce genre de professionnel aigri, qui n'a plus d'empathie, qui fait pour faire, il n'y a plus de sens. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit ça y est, là j'ai atteint le point de non-retour, il faut tout de suite que je m'arrête parce qu'effectivement pour moi je devenais j'étais plus alignée avec ce que j'étais, quoi. Voilà, j'allais prendre le mauvais chemin. Ton sens devenait un sens interdit, en fait. Complètement. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc c'est un très beau métier que j'ai adoré faire et j'ai encore plein d'amis qui le font très très bien et heureusement qu'ils sont là, qu'ils et elles sont là. Mais je pense que moi, ce n'est pas un métier qui me correspond. Okay. Et c'est ça que j'ai compris. Et que j'ai compris que ce qui me correspond était ailleurs. Oui, mais toujours dans l'approche, si tu veux, mais toujours dans cette approche d'écouter l'autre. Ah, tout à fait. Oui, dans cette ouverture. Oui. Même si ce métier, dans son institution et dans son cadre, là, tu t'es dit, bon, je garde la quintessence de la relation interpersonnelle qu'il peut y avoir. Pour en faire quelque chose de différent. Tout à fait. Et puis plein de compétences transférables dans une autre activité. Mais complètement. Parce que le métier de travailleur social est un métier très varié, on est très polyvalent, donc beaucoup de choses que j'ai appris et à l'école en 3 ans d'études et dans mon expérience professionnelle ensuite qui me servent encore aujourd'hui. Mais complètement. Dans ma nouvelle activité. Et tout ça là aussi. Aussi, oui, les études que j'ai faites avant, mais juste en lien avec le diplôme d'État et les compétences propres au métier d'assistant social, aujourd'hui, ça me sert tous les jours.
notamment dans la capacité de s'inscrire dans un réseau, de connaître tous les politiques publiques, les partenaires sur un territoire, savoir aller chercher l'information. Tout ça, quand j'accompagne des personnes en bilan de compétences et qu'on en est dans la partie de construction, de co-construction du projet professionnel, c'est très utile. Complètement, on voit ce qui est possible ou pas, et ainsi de suite. Oui, et puis d'avoir cette veille, je dirais, socio-juridique sur l'évolution des dispositifs, etc. Tout ça, ce sont des compétences qui me sont encore utiles. En plus de toute la partie, effectivement, connaissance un peu psychologique, sociologique, de compréhension du système dans lequel la personne il y a un minimum s'inscrit. dans la relation. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a une chose qui est intéressante, parce que tu me parles un peu de cette orientation psychologique, qui est... Parce que tu vas... alors je rappelle, donc, assistance sociale privée, bilan de compétences, toujours dans l'accompagnement, et il y a un troisième truc. Et oui, et donc c'est ce que je disais de cette fameuse parallèle qui finit par se croiser. Voilà, c'est ça. Le fait d'avoir découvert cette dernière année qui vient de s'écouler, ma neuroatypie, ça m'a donné envie, à mon tour, d'aider les personnes concernées ou qui se sentent concernées à déjà mieux apprendre à se connaître leurs besoins, trouver des techniques de compensation qui permettent d'améliorer leur quotidien et de gagner en autonomie, et aussi de les aider à s'épanouir au travail. Parce que moi, c'est vraiment ça mon sujet. Je veux que les gens vivent ce que j'ai vécu, c'est-à-dire de enfin trouver l'activité qui me fait vibrer, où j'ai pas l'impression d'aller au travail quand je le fais, et où je suis dans ma zone de confort, et aussi, je dirais, ma zone de génie, qui est une autre zone, mais qui peuvent se croiser. La zone d'excellence, moi j'appelle ça. Voilà, c'est-à-dire une zone où, en fait, nos compétences ne nous coûtent rien. On fait de manière très naturelle, c'est aisé pour nous. Donc ça peut être deux zones qui se croisent, la zone de confort et la zone de génie, et donc je vais aider les personnes à trouver cette zone autant que faire se peut, parce que aucun métier n'est idéal évidemment, mais voilà. Et donc dans cette dynamique-là, je me suis dit, mais c'est bien gentil d'accompagner individuellement chaque personne, bien sûr, mais il y a quelque chose à faire de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Mais de l'autre côté, mais de quel côté? Du côté des futurs employeurs de ces personnes. Ok. Et donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant et pertinent d'aller dans les entreprises proposer des formations pour, par exemple, former au recrutement. Déjà, rien que la rédaction des annonces, il y a des choses à faire. Le recrutement de personnes neuroatypiques. Voilà, faut bien préciser, parce que recrutement en façon générale, oui, mais là, c'est un public... Pour moi, coacher les personnes atypiques, voilà, il y a cette ouverture, il y a quelque chose. La lecture n'est pas la même, la sensibilité des mots ne sont pas les mêmes. Et donc, toi, tu accompagnes les recruteurs à... Alors, je suis en train de me former pour être formatrice pour adultes, parce que c'est un métier à part entière et que j'ai pas la prétention de tout maîtriser. Donc, du coup, je suis en train de me former, et l'idée, c'est début 2025 proposer un catalogue de formation, ce qui permettra aussi le fait de me former et d'avoir la certification Calliope, de proposer des formations qui seront finançables. Voilà, le but, c'est aussi de permettre à ce que ces formations soient accessibles à tout le monde. L'accessibilité, c'est une valeur très très importante pour moi, et donc je tiens à ce que voilà, même un dirigeant d'une petite entreprise qui a très peu de moyens puisse potentiellement avoir accès à mes formations. Donc je disais à la fois sur le recrutement, l'accueil, qui est très important à adapter, mais aussi la fidélisation. Parce que, en général, alors, j'aime pas mettre les gens dans une case, donc je veux pas que la neuroatypie devienne une case à part entière. Voilà, mais on va dire, donc, en général, les profils neuroatypiques sont plutôt des personnes qui aiment la nouveauté, qui aiment apprendre, qui aiment, en tout cas, pour lesquelles il y a un ennui qui peut arriver rapidement. Il y a besoin d'être alimenté. Une créativité, une nourriture. Pour autant, il peut y avoir besoin de routine. Hein. C'est toute la particularité aussi. Tout le paradoxe. Voilà, tout.
Oui, ça peut être un paradoxe ou une richesse, on le voit comme on veut. Bon, Mais en tout cas, ça demande. Enfin, c'est normal de se sentir perturbé pour un ou une chef d'entreprise dans comment je fais avec ce salarié, je comprends pas son fonctionnement. D'autant plus si la personne elle-même ne se connaît pas assez pour être en capacité d'exprimer. Et je le dis avec plein de bienveillance parce que moi, la première, ce que je disais tout à l'heure. Je pense avoir une part de responsabilité dans mon épuisement parce que je n'ai pas su déjà connaître mes besoins, encore moins les exprimer. Et je pense que si j'avais été en capacité de ça à ce moment-là, sûrement que mon épuisement professionnel serait arrivé beaucoup plus tard dans ma carrière. Il aurait fini par arriver, je pense, parce que je pense que je devais passer par là, dans mon histoire et dans mon parcours. Mais en tout cas, j'aurais pu peut-être moins m'esquinter, je dirais. Voilà. Voilà, donc tu vas proposer ce service-là en 2020. Oui. Voilà, je vais proposer des formations afin de sensibiliser. Ça peut être aussi sensibiliser le reste de l'équipe. L'idée, c'est vraiment que tout le monde, à sa place, vive bien ensemble. J'ai envie de dire tout simplement. Et voilà, oui, on parle. Mais c'est pas si simple, malheureusement. Et on parle d'inclusion, c'est le terme aujourd'hui qui est utilisé. Et donc, moi, l'idée, c'est vraiment de garantir l'inclusion de tous les profils dans l'emploi. Parce que je suis persuadée que tout le monde, chaque personne, a quelque chose à apporter au collectif, a une richesse, a une zone de génie ou d'excellence, et que ça peut être utile, alors peut-être pas dans toutes les entreprises, c'est ça aussi qui est intéressant de se dire quels sont les métiers, quelles sont les conditions de travail. Non, alors pas forcément entreprise, mais plutôt dans le sens secteur d'activité, métier, conditions de travail, environnement de travail, exactement, qui seraient plus propices ou moins propices à certains types de profils. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire que tout le monde a sa place, mais peut-être que les personnes ont besoin d'aide pour trouver leur place, ou peut-être qu'il faut aussi leur créer une place. Voilà. Ou concevoir qu'il y a un niveau de liberté qui est différent. Oui. Face à la fonction, face à l'organigramme de structure, et ainsi de suite. Oui. Alors, peut-être pour que ça parle mieux, je peux donner des exemples concrets partant de moi, puisque je ne veux pas parler à la place des autres et j'estime que chaque personne concernée est la plus à même d'expliquer son profil. Un exemple, par exemple, là, ce qu'on est en train de vivre, là, pour moi, rester assis sur la chaise, c'est compliqué, mais je le fais parce que j'ai appris aussi. Évidemment, qu'on grandit dans une société, qu'on est allé à l'école, qu'on nous a appris qu'il fallait rester assis sur sa chaise, donc on le fait, mais ça me coûte. Et c'est pour ça aussi que je bouge beaucoup, c'est pas juste parce que je suis d'origine italienne, c'est parce que j'ai besoin de passer par le corps, c'est comme ça, ça m'aide en fait à maintenir mon attention. Donc je joue beaucoup avec mes doigts, je peux aussi... Alors à l'école, j'étais tout le temps comme ça. Voilà, le pied tout le temps comme ça. Et ça, c'est des choses dont j'avais pas conscience. Parce qu'à l'école, j'avais pas été diagnostiquée. J'étais de cette équipe qui joue sans arrêt avec ses stylos, qui fait tomber les stylos, qui fait du bruit, qui joue avec la fermeture de la trousse. J'étais de cet élève qui est tout le temps en train de dessiner sur son cahier. On pense que du coup, je n'écoute pas. Alors qu'au contraire, j'écoutais beaucoup mieux quand je faisais ça. Qu'est-ce que je peux donner d'autre ? Alors, dans le milieu professionnel, par exemple, je le disais, il y a beaucoup de réunions quand on est dans le social, et pour moi, c'était un enfer. Déjà parce que je trouvais qu'on parlait de choses inutiles. Donc ça aussi, c'est plutôt en lien avec le haut potentiel, ce qu'on appelle le small talk, le parler pour parler, le faire pour faire. Voilà, ça c'est... On est très intolérant à ça, je dirais presque. Dans le sens... c'est épidermique, quoi. Vraiment, c'est physique. Moi, ça m'agaçait énormément. Donc, ça me créait de la colère, ça me créait de l'agacement. Donc, forcément, ça atteint ma santé physique. Parce que je sors de là, je suis énervée. Et si j'apprends... Ça rajoute au fur et à mesure. C'est ça, exactement. Ça rajoute dans le vase, voilà. Et alors, pour la petite histoire, parce que justement, le corps commençait un peu à exprimer, quand j'étais assistante sociale, il y a eu un moment où j'ai été arrêtée pendant 3 semaines parce que j'avais eu un lumbago. Et je me souviens que mon médecin m'avait dit non mais à votre âge, vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir des soucis de dos. J'ai dit écoutez, je suis bloquée du dos, j'ai toujours été que j'ai très mal, voilà, c'est ça. Là. Et donc ma chef de service m'avait proposé de prendre un ballon à mon retour en poste parce que en fait être assise, j'avais vraiment très très mal. Et donc avec le recul aujourd'hui,
je me dis, mais en fait, c'était vraiment ce qu'il me fallait parce que du coup, alors bon, c'était assez marrant, je vais le mimer comme ça, mais en réunion, du coup, je sautillais, tout ça, et moi, ça m'aidait effectivement physiquement pour le dos, mais maintenant, avec le recul, j'ai compris que ça m'aidait aussi à tenir sur la durée de la réunion. Donc, c'est des petits outils comme ça qu'on peut mettre en place. Voilà, des fois, des balles aussi en mousse qui nous permet de faire quelque chose avec nos mains, qui fait pas de bruit, qui ne gêne pas les autres. Parce qu'évidemment, on vit en société et le but, c'est pas de déranger les autres. Mais voilà, d'avoir des choses qui nous permettent corporellement de tenir notre attention si on doit rester figé quelque part. En sachant que moi, j'ai aussi une hyperactivité cognitive. Donc, c'est-à-dire que mon esprit, il est sans arrêt en train de penser à plein de choses. Donc, j'essaye... ça demande beaucoup d'énergie de canaliser ma pensée et mon élocution, donc ma concentration, etc. Donc, avec le recul, maintenant, j'ai compris que j'ai mis en place des stratégies, mais sans m'en rendre compte. Parce qu'en fait, le cerveau, il est bien fait. Quand on a un besoin, il trouve une solution rapidement. Puisque son but à lui, c'est qu'on survive. L'instinct de survie. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, quand j'étais plus jeune, voilà ce que je disais tout à l'heure, que je dessinais ou que je faisais des choses avec mes mains, j'avais pas compris qu'en fait, c'était ça qui m'aidait à maintenir mon attention. Par contre, dans tous mes bulletins scolaires était noté « c'est dommage, faute d'étourderie, très bonne note, élève très investi, mais trop de bavardage ». Voilà, il y avait toujours ça. Et toujours, on disait « ah, mais Laura, elle est dans la lune, ah, mais Laura, elle est sans arrêt dans ses pensées, elle gobe les mouches ». Voilà, ça pouvait être des expressions qu'on pouvait dire. Et en fait, non. En fait, j'étais... en train de penser à plein de choses très intéressantes en plus. C'était pas juste là attendre que le temps passe bêtement. Et c'est aussi parce que en fait avec le haut potentiel j'allais très vite dans la compréhension des exercices et dans la réalisation en classe, hein, j'entends. Et du coup souvent j'étais près des fenêtres parce que j'aimais bien regarder ce qui se passait dehors. Et donc en fait, ce qui se passait dehors était pour moi tout autant intéressant que ce que l'enseignant ou l'enseignante pouvait dire, que l'intérêt de l'exercice, de ce qu'il m'avait appris, etc. C'est une soif intarissable de connaissances, non-stop. Donc si on n'apprend pas à canaliser ça, ça mène à un burn-out, voire à même une dépression. En tout cas, le corps et l'esprit disent stop, parce qu'on ne peut pas continuer sur la durée. Il y a son propre moteur qui tourne sur soi-même et on s'épuise. Et on patine dans la semoule. Ouais, tout à fait. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors il y a aussi une forte sensibilité sensorielle, donc là l'environnement où on est là me fait un peu pleurer les yeux, tout ça. Oui, ouais. j'ai vu la lumière et tout ça. Le bruit aussi, très sensible au bruit. Du coup c'est aussi quelque chose que j'ai compris avec le recul. La grande ville, c'est un enfer pour moi. Alors la Bretagne. Et la Bretagne, c'est pas pour rien que je suis venue ici. T'es en camping. Non, je suis pas en camping, mais je suis en campagne. T'es en campagne. Oui. Et je suis entourée de plus de vaches, de poules, de chevaux que d'êtres humains, et ça me va très bien. Mais ça, c'est là où je vois que j'ai en fait juste écouté ma voix intérieure. Parce que on est venu ici, tout le monde nous disait ah bon, mais pourquoi, mais vous connaissez personne, et on disait mais parce qu'on a envie, on savait pas comment l'exprimer autrement, voilà. Et en fait maintenant avec le recul je me dis mais c'est parce qu'en fait c'est de ça dont on avait besoin. Voilà, c'est ça. Pourquoi la Bretagne? Parce que la Bretagne c'est de ça c'est ça qui nous fait vibrer, c'est de ça dont on a besoin. Et c'est ce que je disais aussi, cette ambiance beaucoup plus tranquille parce que proche de la nature. Moi je suis très sensible à mon environnement, et donc d'être avec des gens qui sont plus cool, me rend plus cool. Ouais. À l'inverse, d'être dans une grande ville où les gens vont être beaucoup plus stressés, où il va y avoir obligatoirement, il y a de l'oppression. La pression, ah ouais, non, rien, physiquement, tu vois, je le ressens. Oui, c'est... Voilà, donc les transports en commun, c'était un enfer, mais sauf que j'en avais pas conscience. C'est là où c'est un peu pervers quand on ne connaît pas assez. Je me disais, c'est difficile pour tout le monde. Ouais. Tous les gens qui vivent dans les grandes villes, ils vivent ça. Et non. En fait, tout le monde ne s'épuise pas à prendre juste le métro, quoi. Donc, beaucoup de d'hypersensibilité au son. Donc, des petits tips, par exemple, ça peut être, moi, quand je travaille, mettre un casque pour m'isoler, me mettre dans ma bulle. Ça peut être aussi, comme je suis sensible à mon environnement, faire des pauses où je suis seule.
Donc là, je parle vraiment de moi. Je dis pas que toutes les personnes neuroatypiques Non, sont mais comme ça. ça peut être aussi des conseils. Mais c'est des conseils, c'est des petites choses. Je me souviens par exemple que les pauses déjeuner avec mes collègues quand j'étais assistante sociale, c'était très difficile pour moi. Parce que c'était la pause, moi, c'est le moment où j'avais besoin de me ressourcer. Déjà que je faisais un métier où je prenais beaucoup les émotions des autres. Et aussi des vécus difficiles. Enfin voilà. Donc, savoir prendre de la distance, ça, je l'ai appris dans mes études. Mais en tout cas, j'avais besoin, pour mon équilibre personnel, individuel, de moments où j'étais seule, dans le calme et dans ma bulle. Et en fait, les moments où je pouvais pas avoir ça, et ben, l'après-midi... tu aurais enchaîné par-dessus et tu aurais ajouté. Du coup, j'étais moins efficace au travail, c'était plus difficile, je cherchais mes mots, j'étais fatiguée. Donc du coup, je tire encore plus sur la corde, etc. Et c'est un cercle vicieux. On tourne sur le Roboros. Voilà. Donc ça, voilà, c'est plein de petits exemples. Et donc moi, mon idée, voilà, je voudrais pouvoir sensibiliser les employeurs au fait qu'en fait, on amène énormément de richesses. On a plein de potentiel. Moi, j'ai une créativité qui déborde. J'ai tout le temps plein d'idées. Un problème, une solution. J'ai un esprit très pragmatique, logique, et aussi un esprit en arborescence, où une idée, on va en amener une autre, qui va en amener une autre, qui va en amener une autre. Tu fais des liens entre les choses. Je fais des liens, exactement. Et en même temps, avec voilà, cette rigueur, parce que j'ai appris justement à canaliser mon TDAH, à mettre en place des outils, et je suis très organisée du coup, paradoxalement, au travail. Et, paradoxalement. Ouais, paradoxalement. En tout cas, j'ai mis en place voilà, des outils qui me facilitent la vie au quotidien, on va dire. Donc voilà, il y a plein d'avantages en fait à travailler et recruter, recruter et travailler avec une personne qui va avoir une neuroatypie. Ça là. C'est l'inclusion. Oui, je suis d'accord sur le fait. Mais j'avais cru, j'ai lu sur ton site que tu parlais aussi de. Je vois ce que tu veux dire. Ah bon, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, parce que tu vois. Alors ça c'est le propre. Pardon, je suis désolée, je t'ai coupé la parole. Ça c'est le propre du TDAH, c'est-à-dire qu'en fait, on va plus notre esprit va plus vite que notre verbalisation, et du coup là l'info m'est venue. Avant que tu aies fini ta phrase, je savais déjà ce de quoi tu allais parler. Ah bon, je l'ai parlé du gâteau yaourt et de la tarte à thym. Mais non, pas vraiment. Non, mais du coup, tu vois, en société, c'est compliqué parce qu'on peut passer pour des gens très mal polis, qui coupent la parole, qui donnent l'impression de mieux savoir que les autres, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est que c'est vraiment difficile de canaliser tout ce qui se passe là-dedans. Et donc, je pense que tu voulais parler de neurodiversité. Et tu as complètement raison. Voilà. Donc effectivement, c'est un terme auquel je tiens beaucoup parce que il amène le fait qu'il y a. Raconte-nous, c'est quoi la neurodiversité ? La neurodiversité, c'est de se dire que il n'y a pas deux personnes qui fonctionnent de la même manière déjà. Oui. Donc pour nommer les choses, il n'y a pas deux personnes autistes qui se ressemblent. Non mais je tiens à le dire parce que je trouve qu'on a trop tendance à mettre les gens dans des cases. Les gens qui ont un TDAH, les gens qui font partie du spectre autistique, des choses, voilà. Les gens qui ont des troubles 10, tous les dyslexiques sont comme ça ? Non. Donc la neurodiversité, c'est de se dire qu'il n'y a pas de personnes qui fonctionnent de la même manière et que chaque personne amène une richesse. C'est en ça que c'est une diversité. Et donc c'est pour ça que moi je tiens beaucoup à aller sensibiliser les employeurs et les chefs d'entreprise à ces sujets-là, pour qu'ils et elles prennent conscience de la richesse que peut leur apporter certains employés. Et j'ai un exemple qui est très parlant, je trouve. Vas-y, c'est quoi cet exemple ? Je ne sais pas si vous le savez, mais la NASA ne recrute que des gens qui font partie du spectre autistique. Parce qu'ils recherchent justement ces profils-là avec leur particularité. C'est justement ça qui est recherché par la NASA. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve ça bien de se dire que il y a certains métiers ou certains secteurs d'activité qui vont être plus propices à certains fonctionnements neurologiques. À l'inverse, d'autres métiers vont être moins propices, etc. Voilà. Et c'est ça qui est beau. De se dire que il y a la place pour tout le monde. Et on n'est pas obligé d'être dans une petite case étiquetée handicap. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces termes. C'est comment aider les entreprises à utiliser une compétence qui est supérieure à celle qui est notée. C'est-à-dire celle que chaque personne ressent ou est.
dans son intimité. Oui, dépasser aussi les termes, voilà, le diagnostic, tout ça, pour moi, Voilà, c'est pas important. D'ailleurs, je peux très bien accompagner des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées, je m'en fiche, ça c'est leur chemin. C'est à elles de décider si elles ont envie d'investiguer médicalement. Comme toi, t'as fait le tien aussi. Voilà. C'est plutôt une question de ressenti, de besoin. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, bah, c'est à la mode, etc. Ben, moi, je pense pas. Je pense plutôt que c'est justement, enfin, plein de personnes se révèlent, osent se révéler. Alors, c'est pour ça que j'utilise le terme de coming out. Parce que moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et quand j'en parle avec des personnes de mon entourage qui peuvent l'avoir vécu de par leur sexualité, on retrouve plein de points communs. Il y a vraiment ce truc de se sentir différente depuis le début, ne pas oser être soi, avoir peur d'être jugée, comment les autres vont l'accueillir. Ah oui, mais du coup, je vais perdre mon travail. Ah oui, du coup, je vais perdre ma famille, par exemple. Oui, tu vois, dans tout le... Voilà. Et il y a vraiment ce truc de dire, bon, ben, je vais rester dans la case que la société me dit d'être. Sauf qu'en fait, au bout du compte, ça va vers une dégradation de la santé. Parce on qu'en rentre fait, pas un triangle dans un carré. Hein. Exactement. Et donc, j'utilise ce terme de coming out pour dire que voilà, la personne va oser se révéler à elle-même déjà et aux autres. Qu'il y ait diagnostic ou pas, on s'en fiche. À la limite, oui, on s'en fiche. Et c'est aussi valable qu'importe le diagnostic. Oui, voilà. Tout à fait. Quand on va vers soi, on va vers les autres. C'est la phrase qui est très importante aussi. Quand on donne quelque chose, on le donne dans ce que nous sommes. Oui, tout à fait. Dans la globalité de ce que nous sommes. Oui, tout à fait. Et donc, c'est ça que tu fais alors. C'est là où il y a cet élément distinctif. Oui. L'accompagnement de l'atypisme. Oui. L'accompagnement et la formation à l'inclusion de la neurodiversité. D'accord. Alors, comme vous avez pu le voir, et je pense que vous avez écouté, il y a 3 thèmes au départ. Il y a la Bretagne, il y a comment elle s'organise, et puis il y a qui elle est, Laura. Et Laura nous a fait quelque chose, nous a fait un jeu traverse, oui. un transversal. Elle nous a proposé une autre façon de voir notre interview. Elle nous a dit, ok, je pars de la Bretagne, mais suivez-moi, parce que je vais vous emmener sur un autre chemin. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est le fait de dire, quoi qu'il en soit, tu me proposes un cadre, c'est intéressant, mais quoi qu'il en soit, je vais t'expliquer que dans le cadre que tu me proposes, je vais le suivre, mais je vais suivre mon chemin. Exactement. J'ai répondu à la consigne à ma manière. Oui, mais tu as répondu à la consigne. D'ailleurs, en le disant, là, je viens de me rappeler d'un prof de maths qui me disait, mais Laura, à chaque fois, tu arrives au résultat final, mais pas dans la méthode que je pensais. Et quand il voulait noter sur la méthode, j'avais du coup pas la bonne note. Voilà. Et quand ce qui comptait était juste le résultat final, j'avais la bonne note. À chaque fois, il était surpris. Donc ça, tu vois, c'est un exemple. Effectivement. Et c'est ça, la neuroatypie, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui importe au bout du compte quand on a un employé, c'est qu'il fasse son travail. S'il le fait à sa manière, dans un contexte qui lui convient le mieux et dans lequel il s'épanouit, c'est quand même encore mieux. Parce que du coup, il va rester. Sinon, il va s'absenter. D'où le fait de les accompagner, ces dirigeants. Exactement. C'est vraiment dans leur intérêt. Voilà, et de leur faire comprendre que voilà, c'est dans leur intérêt. Voilà, effectivement. Oui, parce qu'en fait, le sujet, c'est ça. Alors, je sais bien que les chefs d'entreprise, leur but, c'est de développer leur entreprise et leur chiffre d'affaires et tout ça. Je suis moi-même chef d'entreprise, donc ça me parle. Et c'est en ça que mon intervention, elle est utile. C'est-à-dire que éviter que quelqu'un se mette en arrêt maladie, ça veut dire éviter que ça coûte à la société, à l'entreprise, potentiellement recruter quelqu'un qui l'a en place. Le turnover, les postes pas... Oui, aussi, bien sûr, ça coûte très cher les RPS. Et puis même des postes, comment on dit, vacants, qu'on n'arrive pas à recruter, du coup l'activité se répercute sur le reste de l'entreprise parce qu'il faut bien que le boulot soit fait. Et c'est un cercle vicieux et tout le monde s'épuise. Et c'est aussi toutes les opportunités que certaines entreprises se disent en disant j'ai personne qui pourra prendre ce sujet à la hauteur de ce que je voudrais qu'ils prennent, ou alors voilà. Et là, je vais peut-être avoir une opportunité, quelqu'un d'aller investiguer, chercher les choses dans son cadre de liberté et pouvoir trouver une idée à laquelle personne n'aurait peut-être envisagé d'être. Mais complètement. Oui.
Bien sûr. C'est là où on parle de diversité et que je dis que tout le monde amène au collectif. Parce que sans son voisin, on ne peut pas penser à tout, en fait, et que l'autre nous amène son vécu, son expérience, sa façon de voir les choses. Et on est tous complémentaires. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le monde de l'entreprise. C'est un peu une vision systémique. Ah, tout à fait. Hein, on est 1 + 1 = 3. Exactement. On est dans le plus amène quelque chose en plus. Exactement. Le collectif amène la co-construction. J'y crois beaucoup. Oui. Il y a énormément de sujets, vous avez vu qu'on partage tous les deux. Et je pense que cette conversation autour d'un thé et d'un café pourrait durer des heures. Car chacun rebondirait sur le propos de l'autre. C'est le problème quand on met 2 neuroatypiques ensemble. Et il se passe des choses. Il se passe des trucs. Voilà. Donc, sur ce coming out, oui, voilà, il y a un moment donné, est-ce qu'il y a, dans tout ce qu'on vient d'exprimer ensemble, et tout ce que nous avons échangé, une question à laquelle tu aurais envie de répondre et que je ne t'ai pas posée? J'ai l'impression que j'ai répondu à des questions sans que tu me les poses, donc voilà. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient. Mais oui. Alors, c'est toujours la petite question qui arrive à la fin de l'interview pour dire, bon, voilà comment on termine les choses. Parce que l'invité, quand il a effectivement dit l'ensemble de son périmètre, je lui pose cette question parce qu'il dit, oui, mais en fait, non. Et très souvent, c'est les réponses qu'on me donne. C'est celle que, non, j'ai tout dit. Ouais, j'ai l'impression d'avoir tout dit. En tout cas, j'ai pas l'impression de vouloir donner plus d'informations. T'as dit ce que tu avais envie de poser là, oui, à exactement. ce moment-là, oui, tout à fait. dans ton activité professionnelle, dans ce que tu avais envie de partager, et dans cette particularité d'accompagnement que tu as auprès des entreprises, qui est cette neurodiversité. Et aussi, tu as tout ton parcours qui nous amène et qui amène à un moment donné à te retrouver là, devant nous. Aujourd'hui, et c'est une des raisons, vu que nous sommes là, que c'est le moment de remercier à la caméra Gilda, qui est juste là, qui nous regarde, qui nous écoute, qui, par ses têtes, par ses mimiques, nous fait « Ah bon ah !» Et là, on comprend parfaitement l'intérêt de cette interview. Alors, bien sûr, je n'hésiterai pas à vous rappeler qu'il faut liker, appuyer sur les boutons, les croix, je ne sais pas, tout ce qu'il y a en bas, qui permet à un moment donné de partager cet ensemble sur ce courant, sur cette neurodiversité, sur cette particularité de ce type d'entreprise en Bretagne. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast et sur Spotify. Nous serons au rendez-vous sur Instagram aussi. Nous sommes un petit peu partout. Vous pouvez bien sûr nous retrouver là où vous désirez nous écouter. Sur ce, et je te remercie Laura du moment passé ensemble. Merci à toi et merci à Gildas aussi. Et puis sur ce, on se donne rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt.